Alors, Shazam, vous savez, c'est l'application un petit peu magique. Quand vous êtes posé dans votre canapé, vous regardez une série Netflix, regardez son qui passe, qui est cool, vous sortez Shazam, vous appuyez, et bon, c'est super impressionnant, en une demi-seconde, une seconde, il vous dit c'est 12h07, c'est bien. Donc j'ai toujours trouvé ça super intéressant, et puis bon, comment ça marche aussi rapidement. Bon, en anglais, je me dis bien qu'à un moment, quelque part, on doit avoir une base de données, on doit comparer des trucs. Du coup, je vais regarder, je vais chercher un peu sur le net, et ça tombe bien, la cofondatrice de Shazam, elle a un papier scientifique qui explique comment le truc fonctionne. Ça, c'était vu. Je dis, bah parfait, c'est bien sur papier scientifique. Spoiler, je ne sais pas lire le papier scientifique. C'est super compliqué, il y a plein de formalismes que je n'ai pas, il y a des équations. Mais ça, c'est ton live. Mais il y a ça, c'était scène, et ça, c'était input. Et du coup, j'ai lu beaucoup. Je suis allé lire pour vulgariser un petit peu le truc. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de recoder Shazam. Comment ça marche dans les grandes lignes? Ok. Ah oui, on a la caméra. Ouais, on a la caméra du bureau là. C'est pour ça, du coup, normalement, là j'ai deux scènes. J'ai une scène, c'est la une qui est centrée. Dans les grandes lignes, on va zoomer un peu. Très grandes lignes, ce qui se passe, c'est qu'on on essaie d'adapter en fonction du contenu. Généralement, là j'ai une scène, c'est la une qui est zoomée sur la deuxième, si jamais il s'appuie un peu sur sa slide, qui est. Lui, il est sur la gauche. On fait ce qu'on appelle l'extraction de fréquence. Là, c'est tout flou, c'est normal. Généralement, du coup, ce qu'on utilise le plus, c'est du fingerprinting en fonction de slide. On va parler. Et après, on va stocker sur tout le ça dans des bases. en fonction de si c'est lui qui est bien que entend ce qu'il 80% dit. du travail, il est dans les deux étapes, extraction de fréquence et fingerprinting. Le but, c'est de pouvoir se créer une base de données d'empreintes, c'est simple, de tous les sons qu'on a dans notre bibliothèque. Donc, moi, j'en ai une trentaine. On les fingerprint, on met tout ça en base de données. Et le jour où l'utilisateur sur son appli, il vient avec son enregistrement de 2 secondes et demie, il passe dans le même process, sauf qu'au lieu de stocker en BDD, on va faire un algo de comparaison pour dire, bah, en fait, c'est Eminem à la place de Stromae, je ne sais pas. Alors, avant ça, on va faire un tout petit peu de physique. Le son, qu'est-ce que c'est? Le son, c'est juste des molécules d'air qui bougent et qui frappent leurs copains, et en fait, ça fait un effet un peu ricochet, et ça fait des jolies vagues. Donc là, les points rouges, ils tapent leurs copains, et en fait, ça crée une vague. Et en fait, c'est pour ça qu'on représente les sons de manière générale dans l'imaginaire collectif comme ces sinusoïdes qui passent. Il y a deux trucs qui nous intéressent dans ce signal, c'est la fréquence et l'amplitude. La fréquence, c'est est-ce que c'est aigu, est-ce que c'est grave, et ça se mesure en hertz. Et l'amplitude, c'est juste le volume, est-ce que ça fait mal aux oreilles ou est-ce que ça fait pas mal aux oreilles. Les humains, de manière générale, ils peuvent entendre entre 20 Hz et 20 000 Hz, enfin oui, 20 000 kHz, pardon, enfin 20 000 Hz. Plus c'est haut, plus c'est aigu, plus c'est bas, plus c'est grave. 20 000 Hz, ça fait très très mal aux oreilles. À partir de 5 000, déjà, c'est très très strident. Et c'est juste parce que les humains peuvent à un moment entendre ça que j'ai pris 20 et 20 000. Une fréquence, qu'est-ce que c'est? C'est juste une note musicale. Donc s'il y a des musiciens, ils savent que par exemple, le La 3, donc le La en octave 3, il a une fréquence particulière, c'est le La 440. Pourquoi le La 440? Parce que c'est le La 3, c'est la note que beaucoup de musiciens prennent pour s'accorder entre eux, pour faire plein de choses. C'est la tonalité de votre téléphone aussi quand vous décrochez. Voilà, c'est un truc qui est utilisé un peu partout. Et du coup, une note, c'est juste une fréquence en Hertz. Donc 440, c'est le La 3. Et du coup, le La 2, donc le La en octave juste 2, c'est 220. Donc vous remarquez bien qu'il y a une petite relation, c'est que en fait, c'est d'octave en octave, les fréquences sont juste multipliées en fait. Donc on passe de 220 à 440, 440 à 880. Et c'est comme ça pour toutes les notes. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, dans toutes les octaves, il y en a plus que 4. Et elles sont toutes représentées par une fréquence. Elles sont un petit peu arrondies, hein, c'est pas 440 parfaitement. Et du coup, le son, typiquement ici, on a deux signaux. On a un signal de fréquence 5, il est un peu plus serré, et un signal de fréquence 2, donc 2 Hz et 5 Hz. Donc, si vous avez fait un petit peu de physique, c'est juste que pour calculer la fréquence, c'est le nombre de fois que le pattern se répète en une seconde, enfin 1 sur son nombre, et du coup, on se retrouve avec 2 Hz et 5 Hz. Ok, très bien. Sauf que, depuis tout à l'heure, je vous parle de signaux, mais en fait, je vous parle d'une note, d'un son, d'un signal. Mais dans la vraie vie, là, quand je vous parle, quand vous tapez dans vos mains, quand vous écoutez une chanson, ce n'est pas un signal qui ressort. C'est des milliers et des milliers de signaux qui s'additionnent et qui font un son. Et en plus, ce sont des signaux qui ne sont pas purs. Là, c'est des belles sinusoïdales, elles sont propres, elles sont jolies. Dans la vraie vie, ce n'est pas ça non plus. Donc, on a deux problèmes. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a plein de notes, comment on fait pour les différencier? Et comment est-ce qu'on fait lorsqu'elles ne sont pas propres et pures?
lorsqu'on additionne deux signaux, donc ici le bleu et le rouge, ça nous donne ça. Ça, moi, en tant qu'humain, je ne peux pas vous dire tout de suite que c'est un signal qui est composé de deux signaux, celui de 2 Hz et celui de 5 Hz. Donc tout de suite, si vous me donnez ça, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose avec. Donc, et encore moins faire de la décomposition ou essayer de savoir que ce son ressemble à celui-là, parce que là, juste deux signaux additionnés, déjà, je suis perdu. OK. Donc déjà, on a un premier problème, comment décomposer les fréquences. Deuxième problème, c'est qu'elles ne sont pas pures. Là, les signaux que je vous montre, c'est des signaux purs, donc tout va bien. Mais dans la vraie vie, ce que j'ai dit tout à l'heure, les sons, ils sont un peu plus compliqués. Typiquement, si je prends une note de piano, la 3, je ne sais plus c'est laquelle, dans le 49e ou un truc du genre, il y a forcément la note la 3 qui va ressortir dans le signal, c'est évident, c'est celle que je viens de toucher. Par contre, comme c'est un piano, comme c'est un truc physique dans la vraie vie, il y a des harmoniques à côté qui vont sortir. Donc, moi, j'appelle ça des harmoniques parasites parce que dans mon cas, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais dans la vraie vie et dans la musique, ce n'est pas du tout parasite. C'est ce qui fait qu'un piano est un piano. C'est ce qui fait qu'une note est jolie. Et c'est ce qui fait que c'est harmonieux à l'oreille, en fait. Et ces notes parasites qui vont ressortir, c'est les harmoniques de la fréquence en question. Donc là, c'est la 440 que j'ai tapé sur mon piano. C'est celle qui va sortir avec le plus d'amplitude. Mais à côté de ça, il y aura la 55 Hz, la 110 Hz, la 220 Hz, la 880, qui vont apparaître toutes de manière un peu moins présente dans le signal. Donc la fondamentale ressort, et à côté, il y a des harmoniques qui, moi, dans mon cas, dans mon algo, ne m'intéressent pas du tout. Donc, il va falloir trouver un moyen d'essayer de séparer ces deux trucs-là. Les harmoniques, une harmonique, c'est qu'est-ce qui fait que ces parasites ressortent plus que d'autres? C'est des caractéristiques physiques. Hein. C'est le piano, la raideur de la corde, le bois dans lequel il est fait. Voilà, c'est tout plein de raisons physiques qui font qu'une harmonique ressort plus qu'une autre. Et en fait, c'est ce qui fait l'identité d'un instrument, c'est ce qui fait le timbre d'un instrument. Et c'est la même chose pour la voix. On a tous des voix différentes, tous un timbre différent. Et en fait, c'est des caractéristiques physiques qui font que ça sonne différemment. Typiquement, un diapason, ce qui se rapproche le plus d'une note pure, ça fait une belle sinusoïdale. Par contre, un saxophone ou une clarinette, ça va faire à peu près la même chose dans les grandes lignes, mais par contre, voilà, il y a plein de trucs à côté, ce sont des harmoniques différentes. Et c'est ce qui fait que deux instruments, que le La3 entre deux instruments, ça ne fait pas du tout la même chose. OK. Donc, deux soucis. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver les différentes fréquences qui forment mon son? Et comment est-ce que je fais pour récupérer surtout les fondamentales? Parce qu'en tant que dev, je me dis, je vais essayer de trouver un truc qui représente mon son pour dire, ça, c'est mon son et je vais le comparer à ma base de données. Donc, je veux juste récupérer la fondamentale. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Un beau gosse qui s'appelle Joseph Fourier. Joseph Fourier, c'est qui? C'est un mathématicien, physicien, archéologue, il a tout fait. Il était prof à 14 ans, il était historien, il a fait la vie. Et c'est le papa de la théorie du signal. Donc, c'est utilisé, tous ses travaux sont utilisés dans le traitement de compression des sons et des images. Parce que l'image, c'est pas vous que je vais dire ça, mais une image, techniquement, c'est un signal. La mécanique quantique, c'est important dans les antennes 3G, 4G, voilà. C'est vraiment de partout. En plus, là, j'étais pas du tout exhaustif, il y a plein de choses. Et un truc qui m'intéresse, c'est Joseph Fourier, c'est la transformation de Fourier. La transformation de Fourier, c'est une baguette magique pour n'importe qui fait du travail de signaux. Dès qu'on fait du traitement du signal, la transformation de Fourier va forcément apparaître. Ça nous aide à faire de la décomposition de fréquences. Je vous rassure, ce truc-là, je ne sais pas le lire. Ça fait intégrale de moins l'infini à l'infini, exponentielle, et après, je ne sais plus. Mais bon, je n'ai pas besoin de savoir exactement ce que c'est pour savoir comment ça marche. Ça fait de la décomposition de fréquences et de l'analyse de spectre. Qu'est-ce que c'est de la décomposition de fréquences? Si je reprends un petit signal qui est de fréquence 5 et d'amplitude 6. Donc là, il est serré parce que je l'ai mis sur 6 secondes. Ce que je vais faire avec la transformation de Fourier, ça ne va pas transformer mon signal, ça va juste me donner une façon différente de voir mon signal. Donc, ce que ça va faire, je prends ce signal et je le donne à l'équation de transformation de Fourier. Elle va me dire, la fréquence 0, elle n'apparaît pas du tout dans ton signal. La fréquence 1, elle n'apparaît pas dans ton signal. La fréquence 2 non plus, la 3 non plus, la 4 non plus. Par contre, la transformation de Fourier va me dire, je reconnais que dans ton signal, il y a un signal de fréquence 5 qui apparaît à hauteur d'amplitude 6. D'ailleurs, c'est la seule qui apparaît. Et la 6, il n'y en a pas du tout, 7, il n'y en a pas du tout, 8, il n'y en a pas du tout. Donc, ce que ça fait, c'est juste que ça inverse un petit peu la façon de voir un signal et ça me dit, cette fréquence apparaît. Donc, si je fais la même chose avec un autre signal, très bien, fréquence 2, amplitude 4, il va me faire exactement la même chose. Gros, ton signal de 0, il n'y en a pas trop, il n'y a pas de signal de fréquence 0,
pas de signal de fréquence 1. Et par contre, fréquence de signal 2, j'en vois un. Et en plus, je le vois en amplitude de 4. Et ce qui est vraiment magique, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça marche sur la somme des signaux. Donc, typiquement, ce truc, moi, je ne peux pas le lire, je ne peux pas comprendre ce que c'est. Il va juste me dire, 0, il n'y en a pas. Fréquence 1, il n'y en a pas. Fréquence 2, j'en vois une à hauteur de 4. 3, 4, je ne vois pas ces signaux à l'intérieur. La 5, je la vois à hauteur de 6. Très bien. Et ça, techniquement, ça continue comme ça jusqu'à presque l'infini, parce que c'est des maths, c'est la belle vie. Et du coup, il va me dire, toutes ces fréquences-là n'existent pas. Ce qui est intéressant, un peu pour la culture G, c'est qu'il y a une fonction inverse de la transformation de Fourier, qui s'appelle transformation inverse Fourier, qui permet de passer de ça à ça. Et je sais que c'est pas mal utilisé dans pas mal d'algos de réduction de bruit, pour pouvoir justement, typiquement, si la fréquence 2, je ne la voulais pas, le signal 2, tout ce que j'ai à faire, c'est squash ce truc-là, passer mon nouveau format dans la transformation inverse de Fourier, et j'ai créé un signal sans le signal de fréquence 2. Donc en fait, on peut imaginer ça pour n'importe quoi, pour du bruit, pour des fréquences un peu trop élevées. On passe par ce genre de truc-là pour annuler certaines fréquences. Ce que fait la transformation de Fourier, c'est ça ne transforme pas mon signal. Ça me donne une façon différente de visualiser le signal. Très rapide, c'est la dernière slide de maths, je vous assure. Très rapidement, pourquoi est-ce que la transformation de Fourier, ça marche bien? C'est un peu de la magie. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas tout compris. Mais ce qu'on fait, c'est on prend un signal, et typiquement ici, c'est un signal de fréquence 2 et de fréquence 3, enfin la somme de ces deux signaux-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ça n'a pas de sens, mais on va tourner ce signal-là sur un cercle géométrique, et on va s'intéresser au centre de gravité de cette forme-là. Et en fait, pour tourner un signal autour d'un cercle géométrique, on le fait tourner à une certaine vitesse, à un certain cycle par seconde. Donc là, c'est ce que vous voyez. Ici, on tourne notre signal à une certaine vitesse, donc 0,5 cycles par seconde, 0,7 cycles par seconde. Et en fait, on s'intéresse juste au centre de gravité, le point là qui est ici, et on va regarder sa position X. Donc là, vous voyez, il ne se passe pas grand-chose d'intéressant, juste ça bouge un petit peu, c'est un peu le chaos, ça fait des vagues, il n'y a rien d'intéressant. Sauf que la magie, la magie, elle opère quand? La magie, elle opère lorsque le cycle à laquelle je fais tourner mon signal, lorsqu'il correspond à une des fréquences qui apparaît dans mon signal, en fait, on voit que la position X de mon centre de gravité, elle shoot up. Et après, on continue, ça revient du chaos, du chaos, du chaos. Et lorsque le cycle, je le fais passer à 3 cycles par seconde, vu que mon signal dedans, il y a un truc de 3 Hz, ça shoot up aussi. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est de la magie, je ne suis pas mathématicien, j'en sais rien. Déjà, rien que comprendre le fait que tourner un signal autour d'un cercle géométrique, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait, mais bon. Pas besoin de savoir exactement comment ça fonctionne, juste que la transformation de Fourier, c'est plutôt dope et c'est super efficace. On a fini avec la physique. On va faire un petit peu d'algo. Presque. La transformation de Fourier, comme je vous l'ai dit, c'est de la théorie, c'est des maths, c'est des mecs super ouf qui l'ont fait. Ça marche avec des signaux continus. C'est le monde des maths, c'est le monde des infinis, ça marche très bien. Sauf que moi, quand je télécharge mon MP3 depuis Emule et que je le télécharge, il y a écrit dessus à cette donnée-là, à cette seconde-là, il y a l'amplitude, elle est ici, elle est à telle fréquence. C'est des signaux discrets, c'est des trucs qui sont samplés. Donc, comment est-ce que je fais pour faire une transformation de Fourier sur un signal discret? Il y a des mecs très intelligents qui ont inventé la transformation de Fourier discrète. Et ça marche sur des sons qui sont numériques, qui sont samplés. On est obligé de faire des trade-offs, ce n'est pas de la magie. Je vous en parlerai tout à l'heure sur pourquoi, qu'est-ce qu'on perd quand on passe de transformation de Fourier à la discrète. Petit problème, ça, j'ai testé, ça marche, c'est très très lent. La transformation de Fourier discrète, c'est encore un peu théorique, donc ça marche bien, mais dans un algo, c'est pas super efficace, ça prend du temps. Donc qu'est-ce que je fais? Il y a des mecs encore plus intelligents qui ont inventé la fast Fourier transform. Et qu'est-ce que c'est? C'est juste une implémentation plutôt rapide de la DFT, donc de la discrète Fourier transform. Et on fait encore d'autres trade-offs pour pouvoir dire, OK, on va aller un peu plus vite et perdre un peu plus de données à cet endroit-là. Et on en parlera tout à l'heure. Et pour les connaisseurs, j'ai utilisé l'algo de Cooley-Tukey, qui est le plus standard. Alors, là, normalement, en tant que dev, déjà, on doit se dire, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour créer une empreinte d'un son. J'ai décomposé des sons en fréquences et je peux savoir à quelle amplitude ils apparaissent. Donc, comment on va créer notre empreinte d'un son qui fait 10 secondes ou 15 secondes ou 20 secondes? Ce qu'on va faire, c'est que déjà, notre son, de manière générale, on va essayer de regarder comment est-ce qu'il est samplé.
En 2022, généralement, les sons ils sont samplés à 4400. C'est-à-dire qu'il y a littéralement par seconde, j'ai 44 100 data points qui m'expliquent, qui décrivent mon son d'une seconde, quoi. Et 4400, c'est parce que semi-historique, semi-mathématique, à l'époque, Sony avait des bandes cassettes d'une certaine taille. Et en plus, 4400, ça passait bien parce que c'était double d'une fréquence de je ne sais plus quoi. Bon, pour plein de raisons, ça, c'est un petit peu un standard. Vous allez voir aussi 48 parfois, mais bon, c'est souvent 4400. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre son. Par exemple, si notre son fait 2 secondes, bah, j'ai 80 200 points. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chunker ce signal en morceaux de 4096 data points. Donc, si j'ai 2 secondes, j'ai 88 000 data points. On va diviser ça en petites boîtes de 4096. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un coup magique de phase Fourier transform sur chacun de ces blocs de 4096. Et en fait, du coup, ce que ça va faire, c'est que pour chacun de ces blocs-là, si je fais le calcul rapidement, c'est 0,1 seconde à peu près. Enfin, un bloc de 4096 data points devrait faire 0,1 seconde. Je vais avoir la liste des fréquences qui apparaissent dedans et toutes leurs amplitudes. OK. Et en fait, tout ce que je suis en train de vous décrire, en fait, ça existe déjà, ça s'appelle un spectrogramme. C'est ce qui décrit les fréquences dans un son à une certaine amplitude. Donc là, il y a 3 infos importantes. Le temps, les fréquences, et la couleur, c'est à quel point ils apparaissent dedans. Donc quand c'est froid, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, quand c'est bleu, il n'y en a pas beaucoup. Quand c'est rouge, ça apparaît beaucoup. Et ça, c'est le spectrogramme de lettre à hélice. Donc on voit bien que, par exemple, à la seconde 0, les fréquences 2000 à 1800, il n'y en a pas beaucoup. Alors que les notes vers 1300, elles apparaissent pendant une seconde, puis juste un peu en dessous, puis un peu au-dessus. En fait, on reconnaît presque lettre à hélice. Je ne vais pas vous faire l'affront d'essayer de mes lettres à hélice, mais voilà, on voit presque les notes apparaître. Sauf que là, donc là, on a une empreinte de notre son, mais il y a un petit peu trop de données, il y a un petit peu trop d'informations pour pouvoir vraiment faire de la comparaison, mettre dans des bases de données. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va élire, on va créer des bandes et on va se dire, on va récupérer un point par zone que j'aurais créée. Donc, les zones, je les ai créées un petit peu de manière arbitraire, un peu rétro-ingénierée. Mes bandes, ça va être very low, 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 mid, 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 high et high. Et donc, je vais dire, pour chacun de mes chunks, qui font 0,1 seconde ou 4096 data points, je vais prendre la fréquence la plus qui apparaît de manière la plus forte, donc d'amplitude la plus forte, entre 0 et 113. Et je vais prendre un seul de ces points-là. Et je vais faire exactement pareil pour la bande d'après, donc entre 113 et 220, entre 220 et 436. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner une petite carte avec, au lieu d'avoir énormément de data points, on va avoir 6 data points par tranche de 4096. Donc en fait, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc là, typiquement, bon là, ça fait une seconde, mais c'est juste pour l'exemple. Je vais avoir un point qui est à 80, on va dire 80 Hz. Dans la zone de juste après, il est à 210. Dans la zone de juste après, il est un peu en dessous, à 290. On va avoir un seul point par zone, par seconde, ou par 0,1 seconde, ou par nos 4096 data points, en gros. Et en fait, ça, déjà, c'est beaucoup plus simple. On passe d'un spectrogramme où il y a énormément d'informations à quelque chose de manipulable, de comparable et de stockable. Donc ça, moi, déjà, en tant que dev, je me dis, ça, c'est facile. Ça, je peux stocker ça facilement dans une base de données, c'est un tableau. Et je peux facilement comparer ça et d'autres formes de cette structure-là. Donc là, si j'arrive à créer une base de données de ça qui représente, donc là, c'est un enregistrement de 6 secondes, mais si je prends ma base de données de son qui fait 30 sons, chacun fait 5 minutes, je peux avoir quelque chose comme ça pour chacun de mes sons. Et ça, c'est propre. Et il restera juste à développer un algo de comparaison. Donc, si je reviens juste à la manière globale, tout ce qu'on a fait là, donc créer un fingerprint avec ces petits points, on va le faire pour toute ma base de données, donc une trentaine de sons, et on va les stocker en base de données. Et quand je vais arriver avec mon enregistrement de 5 secondes, 10 secondes de mon enregistrement Netflix, parce qu'il y a un son qui est cool, on va faire la même chose, et au lieu de le stocker, on va avoir la fingerprint, et on va faire un algo, on va juste comparer pour essayer de retrouver. L'algo de comparaison. Alors, donc, dans le papier que je n'ai pas compris, Shazam, ils font un truc plutôt compliqué pour comparer les empreintes. Et j'ai essayé de l'implémenter. Je me suis cassé la gueule. Ça ne marche pas super bien, je n'ai pas réussi. Et je me suis dit juste, keep it simple. Donc, je vais essayer juste de faire une version plus simple. Pour info, la version de Shazam, ce qu'ils font, c'est qu'une fois qu'ils ont la même chose que moi, genre des points qui représentent les différentes zones, au lieu de comparer, par exemple, fréquence à fréquence, ce qu'ils font, c'est qu'ils élisent un point d'ancrage, je ne sais pas trop pourquoi, pour élire, pour une certaine target zone donnée avec 8 points dedans. Et chacun de ces points-là aura une relation avec le point d'ancrage et on va stocker le delta temporel entre chacun de ces points-là de cette target zone avec son point d'ancrage. Bon,
j'ai pas tout compris. Ce que j'ai fait, j'ai dit, bah, je vais faire un truc plus simple et je vais voir si ça marche. Donc, keep it simple, je vais juste comparer les tableaux de fréquence entre l'empreinte de mon recording et les différents sons qu'il y a dans la base de données. Et si jamais je trouve des matchs, bah, je rajoute plus 1 au score de la chanson. Donc typiquement, si à gauche, j'ai 95, 250, 524, 650, 800, 1200, et que dans mon enregistrement, je trouve un truc qui ressemble à ça, donc j'ai mis un peu de fuzzy, je crois que c'est plus 5, moins 5 Hertz. Bah, si ça match à peu près, bah, je dis allez hop, c'est bon, on rajoute plus 1. Et je compte ça comme ouais, c'est bon, c'est le même truc. Au début, j'y croyais pas trop. Une fois qu'on a ça, il reste une dernière étape à faire pour que mes résultats aient un peu plus de sens. C'est une étape de time coherency parce que c'est pas parce que j'ai 3 matchs dans 2 sons que les 2 sont aussi représentatifs l'un que l'autre. C'est-à-dire que typiquement, si dans mon recording, j'ai 3 fréquences comme ça, donc 1, 2, 3, très bien, j'en trouve 3 dans la première chanson et 3 dans la deuxième, les 2 vont avoir le même score. Alors que c'est évident que c'est la chanson A parce qu'ils apparaissent dans le même ordre que dans la chanson A, alors que dans la chanson B, c'est juste que j'ai des matchs, mais elles sont un peu désordonnées, elles sont un peu partout. Une fois, c'est à la seconde 1, l'autre, c'est à la seconde 35 et l'autre, c'est à la seconde 60. Donc, c'est évident que c'est la chanson A qui a plus de chances d'être la bonne chanson que la chanson B. Du coup, ce que je fais, c'est que je stocke les deltas entre là où j'ai trouvé le match et où ce que j'ai trouvé dans la chanson, et entre toutes les fréquences, et si ça match, et que c'est toujours le même delta, c'est que ça suit, et du coup, il y a plus de chances que ce soit ma chanson A que la chanson B. Ok, fini les maths. Je vais vous montrer juste un tout petit peu de code, et après, je vais vous faire une démo, c'est quand même le plus cool. Alors, j'ai fait ça en TypeScript. C'est une idée de merde. Clairement, à chaque étape, j'ai regretté. Je suis allé parce que c'était le confort. Je me dis, TypeScript, c'est la maison, je fais ce que je veux. Non, clairement, déjà, enregistrer un truc depuis mon micro sur du Node, c'était la galère. Trouver une bibliothèque qui va faire du FFT en TypeScript, c'est de la merde. Et à chaque étape, j'étais en mode, OK, je vais le faire en Go, je vais le faire en Rust. Puis bon, finalement, ça a marché et je suis resté dessus. Mais le but, c'est de le faire dans un autre langage. Déjà, je vais vous montrer juste ma base de données. Donc, ma base de données que j'ai créée au préalable, c'est tout plein de signatures. Ouais, autre idée de merde, je stocke ça en JSON. Donc, clairement, voilà, on sort du POC là. Donc, typiquement, si je prends Louis Armstrong, la vie en rose, ce que je vois, voilà, c'est en fait, je note littéralement à chaque moment de la chanson, donc à la seconde 0,7, 0,75, j'ai les fréquences 108, 140, 323, 851, 926 et 1809 qui apparaissent. Et je fais ça pour toute la chanson. Donc si je descends tout en bas, normalement, je vais avoir la durée de ma chanson, quoi, et toute, voilà, donc ça doit faire quelques minutes, donc 130 secondes. Voilà. Ce que je note, c'est le nom de la chanson et la résolution de fréquence. Donc, résolution de fréquence, je disais tout à l'heure, c'est la façon dont je coupe mon spectrogramme. Si je reviens juste un tout petit peu dans le code, hop là, et hop là, j'utilise une fréquence, j'utilise 6 bandes de fréquences, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, les low, mid, machin. Mais si j'en ai testé d'autres qui marchent plus ou moins bien. Hop là. Qui marche plus ou moins bien. Donc, 6 bandes, c'est celle avec 6, celle que je vous ai montré. Elle marche plutôt bien. Je l'ai un peu rétro-ingénieré, hein, je n'ai pas trouvé ça au hasard. J'ai testé ce que l'oreille humaine est censée pouvoir. Enfin, la vraie catégorisation de ce que les oreilles humaines comprennent. C'est pas super efficace pour l'algo, mais bon, c'est intéressant de voir. Ça basse, low, mid-range. Et vous voyez que ça varie énormément. Donc, ça, c'était pas super fructif, c'était pas super ouf. Fireband, ça marchait bien, mais pas aussi bien que la 6, que 6 bandes, quoi. Et j'ai testé des trucs expérimentaux. Bon, clairement, c'est de la merde, ça marchait pas non plus. Donc, je suis resté sur 6 bandes. Ce que je fais, c'est assez simple, c'est que j'enregistre mon son. Donc là, c'est juste hop là. J'enregistre mon son, je fingerprint mon son, donc vraiment le code. Voilà, on est sur ça marche. Hein, c'est pas super beau. Pas mal de code de FFT pour être sûr que les sample rates marchent bien. Voilà. Mais le code, c'est vraiment pas le plus intéressant. Je reviens juste dans, hop là, index. J'enregistre la signature de mon son en question dans un fichier. Et après, tout ce que je fais, c'est que je dis, compare-moi, donc là, data points, compare-moi toutes les signatures qui sont dans ma base de données avec les signatures qui sont dans la signature que je viens de créer. Hop là. Et bon, on va juste faire un test en live. Hop là. Hop. Et pour être dans le thème, forcément, je vais utiliser Kanye West. Hop là.
Le but, c'est de pas prendre le son dès le début, parce que c'est pas drôle, c'est d'essayer de retrouver un son qui est en plein milieu. Enfin, un morceau du son qui est en plein milieu, donc je vais un peu avancer. Donc moi, j'enregistre 10 secondes et je travaille sur ces 10 secondes-là. Et donc, si tout marche bien, normalement, voilà, parfait. Kanye West, Jay-Z, Otis. On va rester avec un autre son. D'habitude, je prends toujours un truc au hasard, mais comme Coolio est décédé hier, on va lui faire un petit hommage. On va prendre Coolio, Gangsta's Paradise. Et hop là. Pareil, je laisse un peu passer parce que c'est pas drôle si c'est dès le début. Voilà. Et on va lancer le. Et si ça marche, généralement ça marche, yes, parfait. Gangsta's Paradise, Coolio, parfait. Et du coup, le vrai test, le but, c'est de prendre un son du public aujourd'hui, que je le télécharge, que je le récupère de manière légale sur YouTube, que je le fingerprint en live et qu'on teste en live, quoi. Donc, si quelqu'un a une petite proposition d'un son, un truc pas trop hardcore, pas trop qui sort des sentiers battus, et surtout un clip sur YouTube qui a pas trop de... Parce qu'en fait, il faut que le son match sur Spotify. Donc, si c'est un clip avec plein d'interludes, des mecs qui passent en moto, machin, ça marche moins bien. Proposition. Soyez pas timide. Francis Cabrel, il m'a dit. Oh, Francis Cabrel, c'est bien. Hop là. Je vais quand même vous montrer, ça va être plus cool. Hop là. Vous êtes sûr? On peut encore changer, hein, parce que c'est comme vous voulez. La dernière fois, j'ai eu Orelsan, c'était un peu mieux. Mais bon, c'est pas grave, je ne juge pas. Je prends quoi? Un truc... Pardon? Un truc qui n'est pas un live, ce serait cool. Parce que si c'est un live, ça n'a pas forcément bien marché. La version remasterisée, c'est bien ça, non? Ah ouais, non, il y a 3 pixels. Ouais, c'est le chaîne officiel. Bon, allez, on prend ça. Pop, pop, pop. Hop là, hop là. Hop là. Donc là, je télécharge juste. Un truc un peu important, vous voyez bien que je télécharge et je force le sampling rate à 4400. Parce que si entre mon recording et ma base de données, je n'utilise pas les mêmes sampling rates, forcément, ça ne marche pas du tout. Je sais pas ça, Cabrel, c'est très bien. Ça, on coupera la vidéo. Hein. Donc là, ce que je fais, c'est que je télécharge mon son, sauf que 2 petits trucs, mon algo, il marche qu'avec des sons en mono. Parce que le son stéréo, c'est littéralement 2 pistes audio qui tournent, enfin une dans l'oreille gauche, une dans l'oreille droite. Et ça, je ne sais pas faire. Du coup, je vais juste convertir tout ça en PNPM, convert mono. Donc, j'utilise juste, je crois que c'est FFmpeg en plus en dessous. J'utilise juste une lib pour convertir le son que je viens de télécharger en mono. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais le fingerprinter. Cabrel, tout mono, parfait. Là, et après, PNPM, fingerprint. Donc, je vais prendre toute ma base de données et tout ce qui n'apparaît pas en tant que signature, je vais le prendre et je vais le fingerprinter. Donc là, normalement, il n'y a que Cabrel qui manque. Là.
Et en attendant, je vais aller chercher sur YouTube le même son. OK, il a été fingerprinté, parfait. Donc là, on va juste tester. L'algo, il marche 9 fois sur 10. Je manage un peu les expectations. Et là, 2 secondes, Cabrel. C'était quoi? C'était Sarbacane, c'est ça? Sarbacane, hop là. On passe de Coolio à Francis Cabrel, c'est... Yes, parfait. Donc la première fois que je fais ça, dès que ça marche, en fait, je me dis, bah, je suis un ouf, en fait, qui peut me tester. C'est trop fort, ça marche bien. Donc je vais me comparer un petit peu à Shazam. Et en fait, non, bah, forcément. Ce que je pourrais faire de mieux, c'est déjà faire du recording et du fingerprinting en même temps. Parce que là, vous avez bien vu, j'enregistre 10 secondes, je fingerprint ces 10 secondes-là et après, je cherche dans ma base de données. C'est 100 fois plus impressionnant si c'était en live que pendant qu'on écoute, il est en train de se dire, OK, bah, ça je connais, c'est Francis Cabrel. Je ne fais pas de traitement et de filtre sur les fréquences que je reçois. Typiquement, si vous avez été Shazam dans un bar où il y a du bruit, il y a des mecs qui boivent, machin, il y a un petit son derrière, ils le trouvent quand même. Parce qu'ils font plein de traitements sur le son avant même de fingerprinter et de chercher. Ils trouvent bien la musique qu'il y a derrière et ils font ce travail. Moi, si je chuchote un petit peu à côté du micro, ça va. Si je parle un peu fort, l'algo, il ne comprend plus rien et ça ne marche plus. C'est pour ça que j'utilise une baffe. Comme ça, c'est sûr que si les gens parlent, au moins, ça passe au-dessus. Le choix des fréquences dans les bandes. Quand on élit la fréquence intéressante dans une bande, moi, je prends juste celle avec d'amplitude celle d'amplitude la plus forte. C'est pas vraiment pertinent, c'est pas vraiment le plus intelligent. On peut faire un truc beaucoup plus intelligent. On peut prendre la moyenne des amplitudes dans tout le son, faire des médianes, faire une vraie brique qui dit qu'est-ce qui est le plus représentatif dans cette bande en fait. Parce que le son le plus fort, la fréquence d'amplitude la plus forte, c'est pas forcément la plus représentative. Donc là, ça marche bien parce que c'est simple et que j'ai 30 sons. Mais ce serait mieux d'avoir un truc un peu plus fin, un peu plus pertinent sur quelle fréquence prendre dans une bande. Le tuning de l'algo, donc les chunk size, moi j'ai fait des blocs de 4096. Ça, il y a une relation, je ne vous ai pas parlé, mais quand un des trade-offs qu'on fait entre la vraie DFT, enfin la vraie Fourier transform, la DFT et la ultra DFT, c'est qu'en fait, on perd de la finesse. Là, moi, mes fonctions de transformation de Fourier, elles ne me disent pas que la fréquence 5 apparaît d'amplitude 6. Elle me dit, bah, les fréquences entre 4 et 6 apparaissent fortement ici. En fait, on perd de la finesse pour de la rapidité et pour de la non-complexité. Et donc, en jouant sur les chunk size là, on peut jouer sur, OK, je suis un peu plus précis dans la résolution de mes fréquences là. Moi, ma résolution de fréquence, elle est de 10.7 Hz. Ça veut dire qu'en fait, je ne peux jamais être plus précis que ça. Tous mes algos, ils me disent, bah, en fait, là, la fréquence qui ressort, c'est la fréquence entre 200 et 210. C'est 203, je ne sais pas, 204, j'en sais rien, 206, j'en sais rien, c'est celle entre 200 et 210. Si j'augmente la chunk size, je peux faire baisser cette résolution-là et être plus précis et descendre jusqu'à 2 Hz. Donc, de prime abord, comme ça, on dit, forcément, c'est mieux. Sauf qu'en fait, si on met plus de data points dans nos chunks, on augmente le temps du chunk et en fait, on est moins réactif au changement dans une musique. C'est-à-dire que moi, mes chunk size, ils font 0,1 seconde, mais si je mets plus de points dedans, forcément, ça va durer plus longtemps. Et du coup, j'aurai des blocs représentatifs de chacun 0,5 secondes. Et si à l'intérieur de ces 0,5 secondes-là, il se passe plein de choses, en fait, moi, j'ai juste une seule fréquence qui ressort de ça. Et en fait, on est plus précis sur les fréquences, mais moins rapide au changement dans la musique. Donc, il faut vraiment faire un jeu entre ces deux trucs-là pour savoir qu'est-ce qu'on veut garder. Et le dernier truc qu'ils ont, c'est l'argent d'Apple. Ils ont été rachetés. Ça, j'ai pas. Et c'est tout bon. J'aurais juste remercié ces trucs-là. Donc, Industrial Strength Audio Search and Algorithm, c'est le papier que j'ai toujours pas compris. Vraiment grave compliqué. Desmos, c'était pour faire les graphes signaux. Tree Blue Wine Brown, c'est la vidéo qui expliquait la transformation de Fourier en détail. Ça m'a pas mal aidé en vrai à savoir vraiment comment ça fonctionnait en dessous de la bécane, quoi. Et les deux derniers, Roy Van Ryn et Coding Geek, qui sont des mecs qui ont aussi essayé de faire Shazam, un en Java, un full mathématique à la main.
taré. Et ça m'a pas mal aidé à vulgariser aussi, à comprendre le fond du sujet. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Déjà, félicitations pour ton travail. C'est vraiment une question que je me suis souvent posée de comment Shazam fonctionnait et comment il arrivait à faire ça. Et bravo d'avoir investigué là-dessus. Et c'était juste pour partager le fait que j'ai vu la vidéo il y a 10 jours. En fait, il y a un youtubeur français qui s'appelle Gotabor qui a sorti une vidéo où il vulgarise beaucoup ce sujet. Et t'as rien à lui envier, c'est parfait. Il a juste un tout petit peu plus expliqué le point d'ancrage et le délai qui permettait de vraiment se situer dans la chanson et de enlever les bruits parasites, comme tu as dit, dans les bars. Voilà. Le côté, l'algo de Shazam, j'ai vraiment essayé de l'implémenter. Et j'étais en mode, ça marche pas, je vais nulle part. Et je me suis dit, on va juste comparer les fréquences, ces deux tableaux, on va tester, on va voir si ça marche. Et ça marchait plutôt bien. En tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. Merci. S'il y a des musiciens, je m'excuse, parce que j'ai fait pas mal d'amalgames à plein de moments. Ils vont me trucider, les musiciens, s'ils entendent ça. Et du coup... Yep, merci pour ta présentation, c'était super. Et du coup, en termes de temps, je me demandais, ça t'a pris à peu près combien de temps? Beaucoup plus de lecture que dev. J'ai dû passer tout mon été dessus, dans le sens où je faisais de la lecture, genre 2 heures de lecture tous les samedis, enfin, j'avais pas de vie, quoi, à lire le dernier blog, là, Coding Geek. En fait, il y a plein de choses que j'ai pas dit en plus, il y a plein de problèmes, les chunks, les machins. Vous voyez, typiquement, moi, je coupe chunk par chunk, je vous ai dit, 4096, 4096. Ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils font des fenêtres glissantes. Et du coup, ça change un petit peu l'algo derrière. Mais du coup, au début, j'avais testé ça, puis je suis revenu sur un truc un peu plus simple. Mais voilà, c'est énormément de lecture. Et après, ça devait être 2-3 semaines de dev en mode tâtonner, aller doucement, être sûr que je récupérais les bonnes fréquences. À la maison, j'utilisais des applications qui faisaient juste du 440 Hz, tout comme ça, pour essayer de voir si c'était bon. À jouer avec des micros, parce que le micro du Mac, il marche bien, mais j'ai testé avec des micros un peu plus industriels et tout. Donc non, ça a pris pas mal de temps, mais c'est beaucoup de lecture. Ouais. Merci. Bravo, moi c'était surtout pour te féliciter que j'ai pris le micro, mais du coup une petite question, ton talk tu l'avais donné où avant? Où ils t'ont demandé du Orelsan? Je l'ai donné à Zenica, je suis de Zenica, je l'ai donné en interne là-bas. On a testé Orelsan, la première fois ça n'avait pas marché, deuxième fois ça marche un peu mieux, souvent c'est comme ça. J'ai redonné en meet-up il n'y a pas super longtemps, j'ai repris Orelsan, et après je vais le donner au DevFest Nantes dans un mois je crois. Donc, ok, cool. Bravo encore. Merci. Merci. Moi, je voulais savoir, en termes de performance, est-ce que tu as calculé à peu près combien de temps tu mettrais à trouver la chanson si tu en avais, admettons, 10 000 ou 100 000 dans ta base? Pas encore. Le but, c'est d'essayer de faire ça, justement, de me faire des vrais benchmarks. Donc là, je me dis, là, j'ai deux choix. Soit je bascule le projet en Go ou en Rust, soit je reste dans ce que je connais et je fais littéralement du benchmark en JS avec plein de fichiers générés, machin, pour essayer de voir, justement, si déjà mon algo, il scale un peu mieux, parce que là, j'ai 30 sons dans ma base de données. Est-ce que si j'en mets 300, est-ce que c'est aussi efficace, déjà? Et est-ce que justement, en termes de performance, est-ce que ça se casse la gueule totalement ou est-ce que ça tient la route? Donc pour l'instant, je n'ai pas du tout encore regardé tout ça. Mais le but, c'est de le faire à un moment ou à un autre, quoi. Merci. Une question du chat. Penses-tu open sourcer le projet? Alors, on me pose souvent la question. Je reviens à ce monsieur, Roy Van Ryn, qui avait fait un blog post, qui avait mis pas mal du code. Il l'avait mis sur GitHub. Les avocats de Shazam sont venus toquer à sa porte. Ils n'ont probablement pas vraiment de vrai droit de faire ça, mais ça lui a fait un peu peur. Il a commencé à dire non, je ne l'enlève pas. Bon, au bout de 2 mois, ils l'ont harcelé. Il a dit bon, j'enlève le code de source, j'enlève le code de GitHub et je vais juste laisser le blog post avec quelques extraits de code. Donc pour l'instant, non, je ne veux pas l'open sourcer parce que je n'ai pas envie qu'Apple vienne taper à ma porte. Mais même si je sais que
termes de droit légal, ils ne peuvent rien faire derrière, quoi. C'est du code. Et, à la limite, peut-être le nom Shazam, ouais, bon, ça, à la limite, si je l'enlève. À part ça, ils n'ont pas vraiment le droit de faire autre chose. Donc, non, pas pour l'instant. Eh bien, merci Mousse. C'était la dernière question. Encore a round of applause pour Mousse. Merci bien. Le prochain speaker est Ouais, à on voit pas distance, du tout, en fait. donc on va se remettre dans le même setup